CCR est un réassureur qui appartient à l'État et à 100%, qui fait de la réassurance publique sur des risques qui sont jugés inassurables selon une logique de solidarité où tout le monde puisse être couvert. Et notamment, c'est un peu le sens du régime catastrophe naturelle en France. Alors, effectivement, on a, comme a pu le mentionner Benoît, des questions de prévisibilité des événements. Et c'est vrai que le métier d'assureur a été beaucoup basé sur des techniques d'actuariat qui ont eu tendance à regarder un peu dans le rétroviseur pour prédire l'avenir. Mais force est de constater que effectivement, on a des problèmes peut-être de stationnarité, de non-linéarité, dus à des changements de paradigme qui sont subis dus à ce réchauffement climatique. Alors, les assureurs ont développé leurs compétences, la compétence des actuaires avec de la modélisation, de l'ingénierie sur la compréhension des phénomènes physiques, de telle manière à pouvoir modéliser de manière déterministe des événements possibles ou qui sont en cours de survenance ou qui sont survenus dans le passé, et puis aussi des catalogues d'événements probabilisés, donc avec des simulations probabilistes et ce qu'on peut appeler après des périodes de retour qui amènent à des coûts potentiels pour les assureurs. Mais c'est vrai que face à ces non-linéarités, non-stationnarités qu'on observe de plus en plus, l'assurance est en questionnement à la fois parmi les assureurs, aussi parmi les clients, les citoyens, et il y a des besoins d'adaptation de régimes catastrophes naturelles, de calamités agricoles, à un moment où on voit aussi naître un paradoxe, où on a des risques de plus en plus grands, et avec aussi une croissance de la demande de protection totale de plus en plus élevée. Des événements qui étaient jugés n'arrivaient qu'une fois tous les 100 ans, on voit que finalement tous les 10 ans, 20 ans et même parfois de manière plus courte surviennent avec des conséquences dramatiques qui n'avaient pas été imaginées jusqu'alors. Et donc on arrive à des limites dans l'assurabilité parfois sur certains périls ou sur certaines régions, et puis aussi des limites dans les possibilités budgétaires que l'on peut voir au niveau des sociétés. Alors pour débattre de tout cela, j'ai avec moi un trio d'experts qui sont des spécialistes dans leur domaine. Alors on a bien évidemment notre expert de la météorologie, Jean-Michel Soubérou, directeur adjoint de la climatologie et services climatiques à Météo France. Nous avons un expert je dirais, du monde du spatial avec Sting Vermouth qui est Head of Section User, engagement à Copernicus Services. Bonjour Sting. Et puis notre ami Jean-Louis Charluteau, directeur réassurance chez Generali, Generali Climate Lab, qui est une initiative de ce assez formidable, avec aussi le pilotage de projets techniques. Bonjour Jean-Louis. Peut-être que je vais me proposer de vous poser, je dirais, une première question qui serait peut-être liée sur des événements extrêmes avec notamment ce qu'on peut constater avec des années toujours de record en record de sécheresse et de température. Alors Jean-Michel, est-ce que vous pourriez, je sais que vous aviez fait une étude en 2007, ClimSec, sur les impacts du changement climatique, et notamment basé sur la sécheresse et le phénomène de retrait gonflement des argiles qui provoque des fissures importantes dans les maisons, notamment des particuliers. Est-ce qu'on est déjà dans une phase où on ne va faire que battre des records chaque année? Oui, bonjour Laurent et puis bonjour à tous. Alors donc, depuis les 5 dernières années, on peut dire qu'on est vraiment dans une phase d'accélération du changement climatique à l'échelle planétaire. Moi, je me rappelle, il y avait une communication sur le précédent rapport du GIEC où on parlait d'un réchauffement au niveau planétaire de 0,85 degrés. Là, on s'arrêtait en 2012 et aujourd'hui, on en est à 1,1 degré. Donc vraiment, les choses se sont bien accélérées. Et cette accélération du changement climatique, avec effectivement des années qui se succèdent toujours plus chaudes les unes que les autres au niveau planétaire, c'est aussi associé à un nombre assez important de catastrophes, que ce soit les sécheresses, les cyclones, on a vu des incendies, on a eu la fonte de la banquise, enfin on a vraiment toute une collection d'événements extrêmes qui sont en lien avec le changement climatique. Alors la France n'échappe pas du tout à cette évolution. Donc, on a réévalué très récemment donc, le niveau de réchauffement des températures en France qui atteint
1,7 degré maintenant depuis le début du XXe siècle. Et on est bien parti pour que l'année 2020 soit le nouveau record de chaleur en France. Donc, on a une grande avance par rapport à 2018. Donc l'année 2020, on a vu aussi un certain nombre d'événements extrêmes, que ce soit donc la sécheresse dès l'été, plusieurs vagues de chaleur extrêmes. On a eu des événements de pluie méditerranéenne assez catastrophiques, tant sur le Gard que sur les Alpes-Maritimes. Tous ces phénomènes-là sont bien en lien avec le changement climatique. Alors pour la prochaine décennie, donc évidemment, il y a toujours une part de variabilité naturelle dans le système climatique terrestre. Donc toutes les années ne seront pas plus chaudes que la précédente, mais ce que nous donnent maintenant toutes les modélisations climatiques, et quel que soit le scénario, que l'on soit dans un scénario vertueux tel que l'a présenté Benoît, le RCP 2.6, ou un scénario plus du laisser faire, on va dire, tendanciel, le RCP 8.5, et on sait que la température va continuer à augmenter au cours au moins des 2 prochaines décennies, donc sûrement au moins 1 degré, peut-être plus. Ça dépend donc des mesures fortes que l'on prendra ou que l'on n'arrivera pas à prendre. Et donc les catastrophes vont continuer à augmenter en intensité. Donc parce que avec le réchauffement, il y a aussi une intensification du cycle de l'eau, et donc on a des cyclones plus violents dans les régions tropicales, on a des sécheresses plus intenses, des vagues de chaleur et des pluies extrêmes. Donc le panorama est préoccupant, effectivement. Oui, mais merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, on voit vraiment des extrêmes avec des situations paradoxales qui font énormément d'eau, énormément de pluie dans des endroits, et puis dans ces mêmes endroits, à une autre période, énormément de sécheresse et un déficit hydrique très très important. Alors peut-être Jean-Louis et Jean-Louis Charluteau de Generali, que constatent les assureurs, que subissent les sinistrés? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques éléments? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, les assureurs constatent souvent après l'événement et indemnisent. Et ça représente une charge importante, de plus en plus lourde, appelée à être multipliée par 2 dans les 20 prochaines années, selon les estimations les plus récentes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance aujourd'hui, c'est un instrument de résilience, c'est un outil fabuleux de résilience. D'ailleurs, les entreprises qui ne sont pas assurées ou qui sont mal assurées, généralement ne survivent pas à une catastrophe naturelle. Mais l'assurance, ça peut pas être le seul outil de la résilience. Et l'assurance, ça repose sur 2 principes clés de fonctionnement. Le premier d'entre eux, c'est la mutualisation, vous le connaissez. C'est un vieux principe. Les assurés qui ont la chance de ne pas être sinistrés contribuent à indemniser ceux qui ont moins de chance. Donc ça, c'est la mutualisation. Et un deuxième sujet qui est la diversification, c'est-à-dire on est capable, nous assureurs, qui accueillons, qui concentrons tous ces risques dans nos bilans, on est capable de les gérer parce qu'on met en œuvre des procédés de diversification. Alors, c'est de la diversification entre des risques de nature homogène ou entre branches. Et vous vous rendez bien compte qu'avec l'augmentation de la sévérité, avec l'augmentation de la fréquence, ces 2 principes sont mis à mal. De plus en plus de populations sont exposées et sont susceptibles d'être sinistrées. Et l'accumulation des biens et des valeurs assurées fait également que le coût de ces événements devient considérable. Additionnellement, et nous en vivons tous aujourd'hui l'expérience, des phénomènes peuvent revêtir un caractère systémique qui les rend difficilement gérables par l'assurance. C'est le cas aujourd'hui, on le sait tous avec cette crise sanitaire, mais on peut imaginer que demain, une succession d'événements catastrophiques simultanés à la surface du globe, couplés à d'autres événements, complique sérieusement la tâche des réassureurs et met en danger le modèle de l'assurance de dommages aux biens. Et ce modèle, il est sérieusement chahuté depuis une dizaine d'années. Donc les assureurs ont entrepris, pour les plus agiles d'entre eux en tout cas, d'investir dans la recherche, dans la connaissance du climat, dans la connaissance des aléas, dans la connaissance du territoire et dans la connaissance des facteurs de vulnérabilité,
afin d'être en mesure de faire évoluer leur modèle d'assurance dommage et d'être toujours en mesure de proposer des garanties au plus grand nombre à des conditions de prix qui sont acceptables. Mais ne nous leurrons pas, les primes d'assurance ont augmenté parce que l'assurance, je vous le disais, c'est basé sur la mutualisation. Et une autre façon de parler de mutualisation serait de parler de répartition. On ne peut jamais répartir que ce qu'on a collecté. Et lorsque le coût de l'indemnisation est supérieur de façon continue et chronique au montant des primes qu'on a collectées, ça ne fonctionne pas. Parce que les assureurs comme les réassureurs fonctionnent dans un monde qui connaît des limites. Ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas le budget de l'État. Le monde qui porte ces risques-là ne peut pas fonctionner en déficit permanent. Donc c'est un véritable sujet et on s'en sortira que s'il progresse dans notre pays, selon nous assureurs, et on y travaille d'arrache-pied. Un autre pilier de la résilience, qui est celui de la culture du risque, Et ça ne concerne pas seulement les entreprises qui ont les moyens d'investir, mais ça concerne aussi les particuliers. Et en clair, il faut qu'on arrive à une logique de mutualisation qui souvent est associée avec un comportement parfois déresponsabilisant. Il faut qu'on associe à cette logique de mutualisation une logique de prise en compte et d'individualisation des périls auxquels chacun de nos clients peuvent être exposés. Oui, Jean-Louis, effectivement, c'est tout à fait cela. Il y a effectivement des limites, il y a de la responsabilisation, il y a un vrai besoin de maîtriser ce risque par une meilleure culture du risque et de sa connaissance. Alors, peut-être une question pour Stinch sur cette maîtrise des risques, notamment par les images satellites et aussi les modèles qui les utilisent. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos expériences ces dernières années sur ces grands progrès qui ont pu être réalisés? Oui, merci Laurent. Je crois dans le secteur d'assurance, Copernicus, notre programme est connu beaucoup pour ses satellites, les Sentinelles, et peut-être également l'Emergency Management Service, mais notre programme comporte également un volet changement climatique, ça s'appelle C3S. Donc, et lorsqu'on parle d'étudier le climat et l'importance de maîtriser les risques liés, il est important de savoir qu'on observe les observations, c'est qu'une partie importante du puzzle. Donc, le satellite, ça donne une partie importante, mais il faut avoir différentes sources d'observation et ils doivent être assimilés et intégrés dans des modèles pour obtenir des données utiles pour les prévisions saisonnières, par exemple, ainsi que les projections à long terme, dites 30 à 100 ans. Et même en regardant le passé, nous utilisons également les mêmes modèles d'assimilation pour reconstruire le climat passé. Donc, ça, c'est important à savoir. Mais sur cette base, on fournit des données, des produits, des applications de qualité garantie sur le changement climatique et tant que service gratuit et ouvert, parce que ça, c'est important à savoir, Copernicus, c'est gratuit et ouvert, on peut être d'une importance pour le secteur de l'assurance. Et il faut savoir que il y a quelques exemples où on utilise déjà nos données pour le secteur d'assurance. Par exemple, on est en train de développer un catalogue dynamique sur l'indice climatique extrême. Donc, c'est un élément très important. On a développé des applications sur les impacts de tempêtes de vent, ainsi que les données et les applications sur le passé et le futur qui, combinées avec les données météorologiques, par exemple de Météo France, et des images satellites, par exemple de CNES, fournissent une référence cohérente des informations. Un dernier point, on fournit tout ça dans notre one-stop shop, c'est le Climate Data Store, CDS. Pour l'instant, on a plus que 60 000 utilisateurs et par jour, on télécharge 76 terabytes de données, c'est énorme. Et c'est une infrastructure
qui n'est pas seulement là pour les données, donc le data et les produits liés, mais c'est également un outil software qui permet d'opérer sur les données. En plus, le CDS permet de donner un accès à une évaluation de leur qualité technique, scientifique et de la maturité dans différents contextes d'application. C'est également très important si on veut utiliser des données, il faut savoir le contexte, il faut savoir la qualité et l'incertitude liées pour les applications. Et à conclure, on propose également un support technique, donc c'est vraiment une opération, donc ce n'est pas qu'un projet de recherche, ainsi que des formations aux utilisateurs. Oui, merci beaucoup, Stine. C'est vraiment effectivement beaucoup de grandes avancées dans l'ensemble des données, la quantité de données, c'est assez incroyable. Ça chauffe, on va dire, ça chauffe dans les ordinateurs et dans les données, dans les calculettes de tous les modélisateurs. Peut-être, je dirais au niveau des satellites eux-mêmes. Pour moi, il y a vraiment trois choses importantes dans les satellites qui apportent l'image et le film décrivant ainsi mieux les dynamiques des phénomènes. Il y a un aspect vision hélicoptère utile et aussi le zoom pour avoir une vision hyper précise des phénomènes et des accumulations. Et puis évidemment, ce sont des moyens de communication et de diffusion directe d'informations et de services qui permettent peut-être aussi au secteur de l'assurance d'évoluer vers des produits peut-être un peu nouveaux, y compris notamment des aspects paramétriques. Peut-être, Stinge, puisque on vous a peut-être conservé le bâton de parole pour avoir, je dirais, des nouveautés sur ce que peut nous apporter l'industrie spatiale dans les années à venir. Alors peut-être que c'est à la fois lié avec des avancées au niveau militaire qui ensuite se transforment dans le domaine civil. Mais est-ce que vous pourriez nous donner déjà des prémices d'indication sur ce qui permettrait de encore mieux anticiper les changements climatiques et les risques associés avec une meilleure précision en local et notamment les descentes d'échelle? Oui, je crois que mes collègues ici peuvent expliquer un peu mieux la limite au niveau spatial, mais ce que je peux partager avec vous au niveau de C3S, donc la partie de changement climatique de Copernicus, c'est vraiment l'importance d'avoir des outils robustes et vérifiés à faire la descente d'échelle, comme on dit, c'est le downscaling. Donc, si on veut travailler au niveau local, il faut vraiment avoir des outils de downscaling. Et surtout si on veut travailler sur les activités liées aux événements climatiques extrêmes. C'est très important. Ce n'est pas que nous qui le font, c'est surtout des entreprises qui le font. Et on a plusieurs, mais par exemple en France, on a le Climate Data Factory. C'est un PME qui est basé à Paris et ils offrent ce service sur base de nos données, les données de C3S. Donc, ça c'est une partie. Une autre partie, si on veut travailler au niveau local, c'est plutôt le fait le lien avec le fait qu'on fait une livraison de services. Et c'est l'aspect de la co-design avec les acteurs locaux et les spécialistes du domaine d'assurance, ainsi que la rétroaction ascendante sur les exigences. Donc, ça, c'est très important. Et c'est important pour mieux comprendre la précision au niveau local et bien sûr d'améliorer nos ressources chez nous pour C3S et pour répondre au mieux à ces exigences. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point pour nous, et c'est un peu à nouveau, le fait que c'est la coopération avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, comme on dit, est vraiment cruciale. Donc, et je peux dire que dans nos plans de les années prochaines, c'est clairement indiqué qu'on va investir à améliorer encore plus nos liens avec nos États membres. Donc, SMWF a différents États membres, comme la France, bien sûr, et travailler ensemble à servir le secteur public et le marché commercial des startups et PME à niveau local.
Merci beaucoup, Sting. Merci. Peut-être Jean-Michel, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment les scientifiques gèrent cette descente d'échelle? Oui, donc les modèles climatiques que le GIEC va expertiser, ce sont des modèles globaux qui donc couvrent donc toute la planète. Et donc finalement leur résolution, elle dépend beaucoup des capacités des ordinateurs à faire tourner ces modèles sur de très longues périodes, un siècle voire plus. Donc il y a quelques années, donc on était sur des résolutions les premiers travaux du GIEC, c'était autour de 5 degrés, c'est-à-dire environ une maille qui faisait 500 km. Donc, vous voyez à quel point on pouvait être loin des applications locales. Donc, depuis, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, les modèles qui sont opérés pour le GIEC globaux, ils sont aux alentours de 1,5 degré, environ 150 km. Mais enfin, on est toujours très, très loin des applications locales. Alors, pour gagner en descente d'échelle, on utilise ensuite des modèles régionaux, donc qui permettent, non pas sur l'ensemble de la planète, mais sur une zone, donc l'Europe, par exemple. Et donc là, ces modèles régionaux, cette descente d'échelle qu'on appelle dynamique, elle permet d'atteindre des résolutions d'environ 12 km aujourd'hui. Mais les choses évoluent assez rapidement et donc actuellement, la recherche est en train de travailler sur des versions kilométriques pour ces modèles régionaux, donc notamment basés sur Arome Climat. En France, c'est le modèle qui sert le modèle Arome sert pour la prévision et donc on aura l'équivalent pour le climat. Et donc, ça sera la prochaine génération. Donc, d'ici 2-3 ans, on va commencer à avoir des résultats et peut-être d'ici 5 ans, ça peut être des données qui viendront sur le Climate Data Store dont Steve vient de nous parler. Et puis, en complément, il y a aussi de la descente d'échelle statistique qui permet de corriger ces données climatiques, que ce soit les données globales ou les données régionales, à partir de jeux de référence. Et donc, là, aujourd'hui, pour la France, on s'appuie sur une base Safran là, qui permet de descendre à 8 km. Et on commence déjà à s'approcher d'un certain nombre d'enjeux locaux, et là aussi, dans l'avenir, c'est bien des résolutions kilométriques qui sont attendues. Et puis, les données satellites vont pouvoir permettre encore sûrement d'affiner ces corrections statistiques. Donc, je pense qu'il y a de gros espoirs en la matière. Merci Jean-Michel. Donc on voit qu'il y a toujours l'éternel sujet du dernier kilomètre, problème aussi connu dans la logistique. Peut-être Jean-Louis, le Laurent, spatial. on arrive Oui, vraiment butée de cette session. Il faudrait terminer là maintenant, s'il vous plaît. d'accord. Alors, je vais quand même juste demander à Jean-Louis de vraiment très rapidement nous donner un exemple de l'utilisation satellitaire et puis on passera aux questions-réponses dans 2 minutes. Ça vous va? Maximum, oui. Merci. Merci Laurent, ça va faire le lien parfaitement avec les propos précédents sur l'intérêt de travailler au niveau de résolution le plus fin et les possibilités offertes par le spatial. Je le disais tout à l'heure, Generali investit depuis de nombreuses années dans ses travaux et dans la recherche. On a notamment soutenu Jean-Louis Etienne dans sa traversée de l'Antarctique. Non, de l'Arctique, je dis une bêtise. Alors, l'exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui de l'interférométrie, qui utilise, vous le savez tous, les ondes radar et la galaxie de satellites, sur lequel nous avons besoin pour tenter d'approcher le phénomène de retrait et de gonflement des argiles, qui est une des conséquences du changement climatique, peut-être moins visible que les sécheresses affectant des hectares de culture et transformant des vaches bourguignonnes en zébus africains, mais ça provoque également des désordres très importants aux constructions et c'est extrêmement coûteux pour les assureurs et les assureurs et les réassureurs. Donc, on a décidé d'investir dans ce sujet avec une compagnie qui est proche de celles qui sont associées aujourd'hui autour de la table virtuelle, qui était RE Altamira, afin de mener une campagne d'analyse la plus fine possible, permettant de mesurer par utilisation de photos satellites et surtout de ces informations radar qui sont communiquées avec une périodicité déterminée,
pour apprécier et estimer la capacité de cette technologie de nous permettre de détecter ou d'identifier des phénomènes de retrait et de gonflement de l'argile et quelque part de les anticiper, ce qui permettrait alors à l'assureur et aux assurés de mettre en œuvre les rares techniques d'atténuation de ce risque-là. Ces tests sont en cours et devraient être achevés à la fin de cette année. Les premiers enseignements sont déjà intéressants, même si non conclusifs à ce stade. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Et puis, bon, alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Marie-Pierre, Hélène, est-ce que on passe directement? Va nous donner peut-être 2 questions dans un premier temps. On va essayer de rester dans les délais, de pas trop dépasser à chaque fois les temps de parole. Donc, on va prendre 2 questions. Le micro, Hélène, s'il te plaît, pour les poser. Merci. Merci. Oui, il y a une première, d'abord une remarque, une information de quelqu'un du CNES, un de mes collègues, plutôt vers Benoît Messignac, mais à mon avis, ça va intéresser un peu tout le monde. C'est qu'il y a des travaux en cours sur les gaz à effet de serre avec un acteur des analytics et un projet de nanosat en cours spécifiquement sur ces mesures-là. Voilà, donc on pourra vous fournir les éléments si ça vous intéresse. Et sinon, il y a aussi une autre question sur quelles sont les données satellites utilisées par le GIEC dans les 3 groupes de travail. Mais ça, peut-être que je vais peut-être passer aux questions plus spécifiques envers la table ronde et si on a le temps, on reviendra sur celle-là. Donc, il y a une question aussi sur l'importance en météo donc des réseaux de stations sol et une préoccupation qui est exprimée sur le fait que est-ce que comme en hydrologie, est-ce que les réseaux de stations météo restent vraiment bien maintenus et même augmentent étant donné l'importance de ces mesures et est-ce que c'est l'inverse étant donné qu'a priori la personne pense que c'est indispensable à l'analyse aussi des images satellitaires, enfin, des données satellitaires. Donc ça, c'est plutôt pour Jean-Michel Souvéron. Oui, donc merci Hélène. Oui, un gros effort pour maintenir les réseaux sols. Donc donc les réseaux, ils diminuent pas aujourd'hui. Par contre, donc alors ils évoluent, hein, parce que donc on avait certains réseaux en France qui étaient des réseaux avec des mesures manuelles. Donc là, effectivement, il y a des stations qui sont automatisées. Donc on n'a pas toujours le même nombre de stations, mais il y a un gros effort qui est maintenu sur le réseau sol. Donc, qui vient en complément d'autres moyens d'observation qui se sont développés au cours des dernières décennies, notamment tout ce qui est imagerie satellitaire pour la météo, on le voit tous les jours à la télé, et puis les radars précipitation. Là. Donc c'est un complément d'observation qui est tout à fait indispensable, tant en météorologie que pour le climat. Donc oui, il faut rassurer celui qui a posé la question. Donc on ne va pas du tout abandonner les observations au sol. Ensuite, nous avons une question plutôt pour Générali qui évoquait donc le risque de problèmes systémiques avec donc l'accumulation de catastrophes. Et est-ce que il n'y a pas des effets dominos qui sont encore accentués par cette question du dérèglement climatique dans ce que vous observez sur le terrain? Il y a eu une légère coupure, Hélène. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de reprendre la question? Oui. La question donc vers vous, assureur, c'était vous évoquiez la difficulté de ces problèmes qui deviennent systémiques, et donc il y avait une question sur l'importance des effets dominos, comme ça arrive sur des accidents technologiques, mais cette fois dans le cadre, on va dire, climatique. Est-ce que vous observez ça? Alors oui, il y a des exemples fameux. Le dernier en date, hélas, c'est celui qui a concerné Fukushima, et qui entre en résonance avec les propos d'un précédent intervenant sur le niveau des digues de protection face à des phénomènes de submersion marine, dans ce cas provoqué par le tsunami. Mais l'effet domino a été tout à fait remarqué, et a eu un grand impact sur non seulement l'industrie de l'assurance, l'industrie de façon générale, mais également les chaînes de distribution
alimentant des usines implantées en Europe ou aux États-Unis. Donc des conséquences extrêmement lourdes, et ces effets dominos, on les redoute, et elles sont extrêmement difficiles à modéliser, difficiles à anticiper, et quelque part là, pour le coup, on les subit vraiment. D'accord, merci beaucoup. Marie-Pierre, est-ce que Une dernière question. Voilà. Une dernière question. La dernière question, c'est celle qui revenait vers Benoît Messignac, donc en essayant d'être assez bref, mais sur justement les principaux satellites qui sont utilisés, mais en input des 3 groupes du GIEC. Donc pas simplement le groupe 1, mais aussi les 2 autres groupes. Est-ce qu'ils utilisent des données ou des informations dérivées des satellites? Oui, bien sûr. Les satellites sont absolument essentiels dans les observations. D'ailleurs, c'est une des limites qu'on a, c'est que les satellites, on a des observations que depuis les années, en gros, 80, quoi. Et donc, les satellites, comme disait Laurent tout à l'heure, il y a une 50aine de satellites utilisés. Alors, les plus importants sont ceux qui étudient le bilan radiatif en haut de l'atmosphère, CERES, qui sont des satellites américains. Il y a les satellites d'altimétrie du CNES qui font tout ce qui est niveau de la mer, perte de masse des calottes polaires, qui sont aussi des satellites essentiels, la gravimétrie. On utilise l'imagerie spatiale et plutôt pour faire les impacts, et pour le Working Group 2 et Working Group 3, pour essayer d'évaluer en particulier ce que je vous disais, là où on a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, on veut avoir une idée de l'impact que va avoir la hausse du niveau de la mer. Là où on a le plus d'incertitudes, c'est qu'on n'est pas fichu de savoir combien il y a d'euros ou de dollars à moins d'1 mètre du niveau de la mer, et combien de personnes sont exposées. En fait, on a des grosses incertitudes sur les modèles numériques de terrain qu'on arrive à faire aujourd'hui par satellite, donc ça, c'est très prometteur. Et ensuite, on sait administrativement assez mal où se trouve, et les incertitudes sont beaucoup plus grandes là-dessus que sur la hausse du niveau de la mer que je vous présentais. Donc là aussi, les satellites, et c'est un des enjeux du SCO que présentait Laurence, c'est que de plus en plus de satellites sont utilisés pour le Working Group 2, Working Group 3, c'est-à-dire essayer d'évaluer comment les impacts affectent la population, les richesses. Donc aujourd'hui, c'est surtout en physique, chimie, biologie, mais c'est en train de s'orienter beaucoup maintenant vers Working Group 2 et 3 sur l'économie et les impacts écologiques. Très bien. Merci Benoît. Merci aux 4 intervenants de notre table ronde.